Je vais être vraiment sûr que tout est... Je l'entends? Oui, OK, ça va. Parfait. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. C'est parce que quand c'est marqué enregistrement, je peux vous dire que c'est très subtil. Je vais m'en assurer. Je vais m'en assurer. Oui, OK, tout est parfait, je le vois. J'ai des lunettes pour voir de près, mais je n'ai pas des lunettes pour voir de loin. Alors, mercredi, le 18 mars, au-delà de la matière, la liberté de la magie. Nous nous apprêtons à entrer tranquillement dans une nouvelle civilisation. Mais ça ne se fait pas sans heurte. L'être humain a été maintenu dans l'esclavagisme pendant des millénaires. On passe à une autre intelligence, une intelligence intuitive, mais c'est des choses qui se font très lentement. Mais lorsque les esclaves commencent à développer une individualité, puis à briser leur chaîne, particulièrement avec un outil qui est très puissant qui s'appelle l'Internet, et que les gens sont mieux renseignés, il ne faut pas oublier qu'avant, si on recule jusqu'à environ 60 ans, ceux qui avaient le pouvoir, c'était le clergé. Puis on écoutait le curé. Là, il y a 70 ans, c'était à peu près ça. Là, bon. 80, 70 ans, c'était l'autorité suprême. Ensuite, l'autorité suprême a été la télévision, les nouvelles. Ensuite, les gouvernements sont arrivés tout de suite. C'était toujours l'autorité, elle s'est transférée, l'autorité suprême et la possibilité de culpabiliser des gens s'est transférée de la religion aux politiciens. Avec presque des policiers soldats. Ils ne sont pas équipés pour dire aux gens « Madame, votre sac à main est là ». Ils sont équipés pour faire des guerres. Ils ont des tasers, ils ont ci, ils ont ça. Moi, je les ai vus devenir tranquillement des gorilles très équipés. C'est le genre d'individus qu'on trouve en Irak. Là. Ça me paraît curieux, mais ça ne m'a pas surpris. J'ai dit un jour, ça va servir, ça. Mais ça ne sera pas pour ce qu'on pense. Alors, évidemment, lorsqu'une civilisation s'éveille, c'est une civilisation qui brise ses chaînes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est une civilisation qui brise ses chaînes. Et il y a de la résistance. Quand vous êtes dans votre famille, puis que vous êtes adolescent, puis que vous avez votre individualité, il y a de la résistance. Plus vous devenez vous-même dans la société, pour entrer dans une autre conscience, bien, il y a de la résistance. Quand on fait sauter un système, ça peut être même le couple, une structure, mais il y a de la résistance. Prenez ça un peu comme un couple. Au début, ça va bien, il n'y a pas trop de résistance. Puis à un moment donné, il y a des ajustements. Puis à un moment donné, ça peut mal se passer, les ajustements. Donc, il y a de la résistance d'une part, de l'autre, puis il y a du tirage de couverture. Ça ne veut pas dire que tous les couples sont comme ça, mais ils le sont au début, parce que les gens ne se connaissent pas beaucoup. Puis quand on est jeune, on n'a pas toujours le discernement. On a les yeux vides dans la graisse de bine, comme on dit chez nous. On est dans les nuages. On flotte. On pense que l'autre va nous rendre heureux. Pas nécessairement. Il y a des conditions de compatibilité. Ça prend des gens compatibles. Mais on ne trouve pas facilement ces gens compatibles lorsque l'on est jeune, parce qu'on ne se connaît pas. Alors la société a été jeune longtemps. Innocente longtemps. Puis à un moment donné, il se développe de la résistance à partir du moment où on n'est plus d'accord avec l'autre. Alors, dans la conscience sociale qui a désiré, au cours des années 70, une vision du monde qui était le mondialisme,
Eh bien, il y a des gens qui n'en veulent plus, qui veulent retourner aux sources de leur identité culturelle. Ça s'est fait rapidement, trop rapidement, de vouloir mélanger tout le monde. Il n'est pas normal que dans une société, on arrive à un moment donné, puis qu'on dise les transgenres, les ci, les ça, on va faire une toilette pour eux. On va faire des lois pour eux. Une minorité, c'est une minorité. Ce n'est pas normal dans un pays qu'on fasse entrer n'importe qui, comme ça s'est fait en Allemagne, en Suède, comme ça s'est fait dans des petites parties de la Californie, comme San Francisco. Des gens qui pensent totalement différemment. Puis c'est le bordel. Comme ça peut se faire aussi au Québec si on n'a pas des lois, ce qui s'appelle le chemin Roxane. Allez voir un peu, vous allez voir des tentes, là, ces gens-là n'entrent pas légalement. Alors, il y a des gens, à un moment donné, sur Internet qui se réveillent. Alors, l'outil de l'État, qui est en arrière de tout ça, c'est une sorte de terrorisme. Alors, ça permet de vivre ce qu'on vit présentement, mais au-delà de cette visibilité du monde, on ne gagne pas son individualité juste pour le plaisir de gagner une individualité. On va découvrir sa propre magie. On brise ses chaînes pour arriver à être un créateur. Pour être un créateur, il faut vivre au-delà des peurs. Puis au-delà des peurs, ce n'est pas facile. Parce qu'on a contrôlé le monde pendant des millénaires avec la peur. Je sais que ma grand-mère, sur le côté de ma mère, était une belle femme lorsqu'elle était jeune. Donc, elle est née, je pense, en 1901. Et à l'époque, donc on est en 1918, 19, elle voulait marier une personne qui était juive. Puis elle n'était pas faite pour avoir des enfants. Ça la rendait extrêmement malheureuse. Le curé lui a dit, si vous mariez un juif, je vais vous excommunier. Dans la province de Québec, en 1921, on ne lésinait pas avec ça. En 1919, là, on ne lésinait pas avec ça. Toujours est-il qu'elle s'est mariée avec un postier québécois de langue française et qui était malheureuse toute sa vie, un malheur qu'elle a fait partager à tout le monde, parce qu'elle voulait être actrice. C'est une personne qui aimait le cinéma. Alors, évidemment, ben, elle a suivi. Elle ne voulait pas être excommuniée. Alors, ça fait pas tellement longtemps quand on y pense. Là, ça fait une centaine d'années. Ça fait pas loin, là, qu'on terrorisait les gens, puis tu avais le curé en chair là, qui terrorisait les gens. Ça ne veut pas dire qu'en arrière de la religion catholique, tout était mauvais. Ça ne veut pas dire que le Christ était pourri. Et les choses sont intéressantes. On peut trouver des merveilles et des chefs-d'œuvre dans la Torah. Moi, quand je regarde sur YouTube, puis que j'écoute des rabbins avec la guématrie, la numérologie, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, tout ce monde-là, en ésotérisme, ne sont pas des niaiseux. Il y a quelque chose, là. Dans la mémoire akashique de l'humanité, ils connaissent comment fonctionne l'arrière-plan du monde. Les mécanismes de l'âme, le monde de la mort. Mais qui dit le monde de la mort, ça ne veut pas dire Halloween, puis Friday the 13th, puis Chucky. Le monde de la mort est un monde qui veut apprendre. Et souvent, il peut passer par l'être humain pour connaître les choses. Puis quand on s'éveille à tout. On ne peut pas s'éveiller à un seul plan et être niaiseux partout. C'est une certaine époque, ça. Écoutez, on a connu
il n'y a pas tellement longtemps, regardez un peu ces trucs étranges. On a connu il n'y a pas tellement longtemps un essor de la libération de la sexualité. Presque fou. Et qui a pris fin avec quoi? Un virus. Et qui maintenant, on n'a jamais vraiment découvert le moyen de guérir. Mais on n'entend plus parler. Les virus apparaissent et disparaissent. Alors, l'AZT, qui faisait partie de la trithérapie, a beaucoup plus tué de gens que le sida. La personne qui me l'avait dit à l'époque, je l'avais traité de cinglé, de folle. Puis finalement, je me suis rendu compte, c'est le fameux docteur Langto, finalement, je me suis rendu compte, ça m'a pris 10 ans pour réaliser, mais j'ai dit, sapristi, elle était documentée pas à peu près. Et finalement, quand j'ai regardé Dallas Buyers Club, ça s'est confirmé dans un film qui était tourné à Hollywood. L'AZT tuait le monde. Tu rentrais avec un système affaibli et tu sortais mort. Quand les gens ont arrêté de prendre l'AZT, ils ont gagné de la santé. Puis encore dernièrement, il y a un médecin qui dit, vous savez, la trithérapie et le docteur Gallo sur YouTube, c'est filmé. Il dit n'importe qui a un bon système immunitaire s'en sort. Mais il faut comprendre qu'en Afrique, les gens n'ont pas nécessairement dans les petits villages un bon système immunitaire. Alors ils périssent rapidement. Autrement dit, comme je disais à Facebook, peu importe ce qui est dans l'air, on ne peut pas l'empêcher, sauf un bon système immunitaire. Un bon système immunitaire, ça prend du sommeil. Un bon système immunitaire, ça ne prend pas de choc émotionnel. Vous avez beau avoir 30 ans, si vous travaillez trop, vous risquez de perdre votre système immunitaire. Si vous êtes angoissé trop longtemps ou que vous subissez un choc émotionnel assez grave, votre système immunitaire est fini à un point tel que vous pouvez développer un cancer les mois qui suivent. Il est très rare que les gens qui ont des maladies n'ont pas subi de choc émotionnel assez important, comme le décès de gens qu'ils connaissent, un incendie de leur maison, un accident. J'ai connu une personne qui a perdu complètement qui est devenue diabète du type 1. C'est Jean-Marie Bigard, en France, à la suite d'un accident, d'un choc émotionnel. C'est un comédien. Et qui le dit publiquement. Donc, lui, à partir de l'accident, le lendemain, il était diabétique. Type 1. Donc, oui, il y a une faiblesse dans la génétique, mais ça ne venait pas de ses parents. Juste un choc émotionnel. Normalement, le type 1, c'est souvent génétique, presque toujours. Alors, si vous avez une génétique, puis qu'il y a des chocs émotionnels, vous avez une porte d'entrée. Les virus, on les attrape à tous les jours. Le virus de la grippe qui vous attend à votre supermarché ne dira pas, est toujours dans l'air. Mais si vous avez un système immunitaire, que vous avez un bon sommeil, que vous mangez bien, il n'y a pas de problème. C'est le système immunitaire qui la porte. Alors, ceci dit, c'était pour faire une parenthèse concernant cette espèce de truc en ce moment qui terrorise le monde et qui ne devrait pas durer normalement nécessairement trop longtemps. Je m'engage. Alors, le monde, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu l'Internet, puis les gens sont passés à une autre conscience. On ne peut plus manipuler les gens comme avant. Alors, il reste des attentats terroristes.
N'oubliez pas, je le dis parce que c'est en privé, ça. N'avez-vous pas remarqué que les attentats terroristes de Paris, qui étaient très fréquents il y a à peine 2 ans, n'existent plus? Parce qu'on a décidé de changer de pattern. Écoutez, l'attentat du Bataclan, c'était pas une petite affaire. L'affaire du Charlie Hebdo, c'était pas une petite affaire. Ce genre de des bombes dans un stade à Paris, tout ça, ça arrête. Étrange. Maintenant, c'est une nouvelle sorte de peur. Ceux qui dirigent la planète parce qu'ils valent des centaines de milliards, je voudrais dire aussi en passant qu'il est assez étrange que les gouvernements disent toujours on n'a pas d'argent. Nous voilà en pandémie, on l'a, on va vous en chier des milliards. Où est-ce qu'ils les prennent? L'on dit de l'État québécois qui était presque toujours sur le bord de la faillite, on dit on a toutes les ressources au Québec au niveau financier pour soutenir. Puis on sort les milliards au Canada, au Québec, puis partout dans le monde. Ils apparaissent. Ma foi, il y en a qui en avaient beaucoup. Alors moi, je regarde un petit peu les contrastes. Ça me fait penser je regarde un petit peu les contrastes dans le monde. C'est quand même curieux, hein? Ça apparaît, mais j'étudie, j'observe. Et je me dis, c'est quand même assez étrange pour des pays en faillite avoir autant de centaines de milliards de dollars que ça. Puis le lendemain, on rajoute encore une autre centaine de milliards de dollars. Puis le lendemain, on rajoute beaucoup d'argent, plus que vous et moi ensemble. On est d'accord avec ça. Quand on regarde ça, vous ne trouvez pas ça un peu abstrait? C'est un peu étrange. L'avez-vous remarqué? Alors, l'Internet a donné un niveau d'analyse, d'information qui n'appartient plus simplement aux nouvelles ordinaires. Alors les gens, il y a des gens qui se renseignent, il y a des sonneurs d'alerte, il y a des gens qui constatent des choses inhabituelles. Alors on est dans une société où l'individu est en train de gagner beaucoup d'informations, mais n'est pas encore occulte, ne connaît pas les plans qui sont en arrière. On n'est pas même pas rendu là. Les gens ne connaissent pas vraiment ce que peut représenter le mal satanique. Quand vous regardez des milliardaires, n'allez pas vous imaginer qu'ils sont heureux. Quelqu'un qui est continuellement assoiffé de pouvoir a des problèmes. Je parle de gens qui ont des centaines de milliards de dollars. Que faire quand on a des centaines de milliards de dollars? Hein? Moi, je regarde la reine qui était reine d'Angleterre l'année où je suis venu au monde. Elle va vivre comme sa mère, centenaire. C'est des gens qui ont de bons vaccins, qui ont un excellent système immunitaire et qui ont probablement des médicaments auxquels nous n'avons pas accès. C'est une question de logique. On peut être centenaire un peu, mais avoir autant de chance que ça, c'est beaucoup de chance. Il y a des gens qui ont accès à une médecine qui peuvent guérir un cancer. Parce qu'il y a des savants qui donnent les vraies informations, puis il y a des vrais médicaments qui n'ont pratiquement pas de contre-indication. On n'a pas accès à ça, nous. Oubliez ça. C'est pas que ces médicaments-là coûtent cher. Mais on peut retrouver dans la nature, souvent, une simple alimentation qui peut tout changer. Alors, quand tu as des gens qui connaissent les diètes, la phytothérapie, puis tu as le bon vaccin, je veux dire une chose, tu peux vivre centenaire.
quand un médecin qui dit voilà la bonne manière de pratiquer un sport pour faire circuler votre énergie. Maintenant, voici des bains très spéciaux avec des algues qui vont vous régénérer. Ils ont une science très avancée. Mais il faut aller en Suisse. Il faut aller en Angleterre. En tout cas, là où va la reine. Écoutez, la reine-mère a vécu jusqu'à 103 ans. Et ces gens-là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas malades, mais ils ne sont pas longtemps. Alors, c'est pas vous et moi, ça. Moi, j'observe. C'est un peu comme je regarderais toujours des ovnis. Mais je les vois, les ovnis. Et les ovnis, les choses que les gens n'ont pas l'habitude de regarder ou de voir, en moins d'être un scorpion, comme notre ami, que je me demande encore s'il veut que je prononce son nom, après avoir dit ce que j'ai dit. Parce qu'il peut-être que son idée ne va pas dans le sens conspirationniste, mais je pense qu'il y en a quand même une bonne idée. Alors, c'est la peur. Moi, je regarde le résultat, c'est la peur. Évidemment, le côté illogique, c'est que tu vas chez Métro, puis il n'y a pas de gants, il n'y a rien, mais on dit tenez-vous quand même à distance. Arrêtez tout, mais n'arrêtez pas les camions qui amènent de la nourriture. Mais les camions qui amènent de la nourriture, là, ils peuvent être infectés. Alors, les vaccins ont intérêt à arriver vite. Moi, je le dis, là, j'ai 65 ans et plus. Sinon, on va le faire apparaître. Votre microbe va mourir avant le vaccin. Fait que, avant la semaine prochaine. Moi, quand je veux une chose, c'est un ordre. Là, alors, l'éveil amène une connaissance globale du monde. Ça, c'est juste un balbutiement de la politique. D'une classe en arrière de ce qu'on connaît qui dirige. Qui avait réduit le monde à l'esclavage. C'est fantastique. J'ai toujours prôné dans mon enseignement de s'arrêter, de profiter de la vie. Maintenant, je suis exaucé. Le monde est arrêté. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça va avoir un effet. Vous allez me dire, non. Je vois des enfants qui s'amusent, des gens qui ont le temps, parce qu'ils sont payés pareil. Je vais prendre va me retirer pendant 14 jours, je suis avec ma famille. Je vais avoir des vacances qui vont durer longtemps. Le monde est arrêté. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis allé aux îles de Boucherville en fin de semaine, puis après-midi. Ils s'amusent. Je prends le pont. Il n'y a personne. Pas beaucoup de voitures. Et je dis, ça circule. Une ville qui circule. Tu peux aller au centre-ville, puis tu peux en ressortir facilement. J'aimerais ça que ça s'arrête longtemps. Le monde est en pause. Moi, j'ai décidé d'installer dans ma vie le congé. Eux autres sont en congé forcé. Alors, pendant qu'ils s'amusent, il s'installe une prise de conscience. Pourquoi travaille-t-on comme des fous? Où s'en va ma vie? Quand ils vont retourner travailler, est-ce que vous pensez que ça va être agréable? Il s'installe une sorte de prise de conscience par ricochet. Et c'est comme ça que la société évolue. Les gens n'oublieront pas que cet après-midi, lorsque je me promenais sur le boulevard Marie-Victorin, que les pères étaient avec leurs enfants. Les mères aussi. Qu'ils faisaient du jogging avec leurs enfants, les aidaient à se promener avec la trottinette.
L'enfant qui se dit « Oh, je me souviens de la crise, j'étais avec mon père, ma mère, eux qui ne sont jamais là. Je ne suis pas à la garderie, je suis avec eux. » Ça va créer un... Mais pourquoi c'est pas toujours comme ça? Le système il est complètement arrêté. Il est en vacances et les milliards surgissent de partout. Nous, on s'est là à se demander la main dans le front en disant « Nous serons châtiés ». Pourquoi voulez-vous absolument penser qu'on est châtiés? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient milliardaires qui sont obligés de dépenser un peu aussi. Tu sais, tu as les vrais milliardaires qui vendent des centaines de milliards de dollars, puis tu as les petits milliardaires. C'est eux qui perdent beaucoup en ce moment. C'est ceux qui avaient en bas de 50 milliards qui mangent la claque en ce moment. Mais les centaines de fois milliardaires, non, parce qu'ils dirigent la game. Ça ne les dérange pas quand tu vaux 300 milliards, d'en mettre 100 milliards sur la table. Tu n'en as rien à foutre. Tu as tout ce que tu veux dans la vie. Tu sais. Mais quand tu vaux à peu près 5-6 milliards, en bas de 50 milliards, ça joue raide, là. Quand tu perds 40 milliards, ça joue raide, là. Parce que ces gens-là qui avaient placé leur argent, ils ne retirent pas vite, ils sont très bien conseillés, mais ils mangent la claque pareil. Alors, ça m'amuse. Parce qu'ils sont obligés de payer des congés. Ceci dit, c'est que les gens qui se retrouvent, les enfants qui se retrouvent avec leurs parents, qui sont sur la rue, par une belle journée de printemps ensoleillée, inoubliable, dans une température qui commence à se réchauffer, quand le soleil se couche à 19 heures, prennent conscience du plaisir. Ça, c'est fatal. Puis, imaginez un enfant qui voit ses parents les fins de semaine, puis vite, qui maintenant a l'attention de ses parents, ça développe l'individualité. Puis aussi pour les parents, qui disent, j'ai le temps d'être avec ma fille, d'être avec mon fils, mon enfant. Puis, je suis dans une belle journée ensoleillée où il fait très doux. Je ne suis pas certain qu'en arrière de cette soi-disant panique, qu'il n'y a pas un grand bonheur. Moi, ce que j'ai vu cet après-midi, ce que j'ai vu aux îles de Boucherville, ce que j'ai vu sur le boulevard Marie-Victorin, si vous regardez attentivement, je ne vois pas la panique. Seulement quand les gens commencent à penser. Mais fondamentalement, je vois beaucoup de bonheur. Je vois des enfants qui rient, évidemment, ils n'ont pas de soucis. Je vois des parents qui prennent secours, qui décontractent, qui se disent, si c'était toujours comme ça. Puis je regarde très attentivement, là, je les ressens. Je vois le monsieur d'à côté qui nettoyait un peu sa voiture. J'ai mis la laisse à mon chat, j'ai dit, c'est ta première journée de sortie, puis on va sortir ensemble, se promener. Moi, j'ai besoin de me balader, puis toi aussi. Alors, on sort tous les deux de notre déprime. Alors, je l'habitue tranquillement à la laisse. On me dit que c'était pour prendre du temps. Alors, je tire pas fort. Je tire un petit peu. Hein? Il va plus tellement bien. Puis, il est devenu angoissé. J'ai dit, je vais te protéger. Et je peux vous dire que quand j'étais sur le lit et que je mettais sa laisse, il était content. Pourquoi? Parce qu'il savait télépathiquement que j'allais prendre du temps pour lui. Le monsieur d'à côté m'attendait à parler. Allez, chacha, viens faire un tour, viens faire un tour. Il doit se dire, on s'amuse beaucoup quand on est vieux, parce que les plaisirs sont devenus simples. Quand on vieillit, on regarde les étoiles, on a le temps. On peut sortir un chat récalcitrant au début avec une laisse. On a notre temps. Moi, je suis habitué à avoir beaucoup de temps. Malgré que quand je viens pour sortir, il y a des gens qui m'appellent d'Europe, du beau monde, des gens brillants, mais ils ne sont pas en état de panique. Ils viennent s'énergiser. Alors, pour s'énergiser, il ne faut pas être inquiet. Donc, ils viennent relaxer.
Donc, je regarde ça. Et ça a une conséquence au niveau de l'individualisation, puis ça a un goût du plaisir, du fait de s'amuser. On ne pense plus à attraper ceci ou attraper la picote volante. On est dehors et on se promène. Puis on se retrouve avec des gens avec lesquels on devrait toujours avoir du temps. Évidemment, ce ne sont pas des gens, chers amis, dont je vais taire le nom pour des raisons de confidentialité, qui travaillent dans le domaine médical et qui sont surchargés. Je ne veux pas être trop cruel. Je sais que ce n'est pas ton cas. Mais pour tout le reste de la gang que tu permets de prendre soin, ils peuvent en profiter. Parce qu'en ce moment, vous êtes pas mal les héros de notre système. Vous êtes les soldats de notre système. Alors, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui travaillent, qu'on faisait déjà travailler beaucoup, et que là, sont obligés de faire du temps triple puis du temps quadruple pour éviter une courbe qui risquerait que tout le monde se présente à l'hôpital la même journée. Dans la peur. Que dis-je? Dans la terreur. Mais il faut, comme je le disais, rencontrer, c'est pour s'épanouir, il faut vivre une sorte de terreur. Moi, je suis comme la planète Terre. C'est un petit poème que j'ai sorti la semaine passée rapidement. J'ai dû le corriger parce que je fais des fautes de français. Je suis comme la terre. J'ai été forgé en enfer. Maintenant, je regarde mon ciel. Et on ne peut pas vraiment être épanoui. On ne peut pas vraiment voir si on n'a pas connu en soi quelque chose qu'on n'aime pas. On ne peut pas vraiment admirer la beauté si on n'a pas connu les laideurs du monde. Donc, il faut assumer à la fois le mal et le bien. Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pour trouver une sorte de sérénité. Pour arrêter de se condamner, il faut arrêter de condamner son miroir. Il faut dire, rendu un certain âge, ça ne sert plus à rien de se battre dans un miroir, puis je peux me promener avec un chat. Je suis bien. Et je me dis, je voudrais pas retourner en arrière. Puis t'es jeune, puis t'es pas là. T'sais. Donc, ça prend toutes ces années. Mais c'est la même chose pour une civilisation qui est maintenant rendue comme dans mon enseignement, c'est-à-dire en vacances. Mais ils vont vivre des petits moments de magie. Parce que c'est dans la simplicité, qui a l'air de rien. Ça peut se passer en 14 jours, ça. Où les gens disent, j'ai vécu des moments inoubliables. Je vais prendre une retraite anticipée. Je vais m'arranger pour vivre ça plus souvent. Être avec mes enfants. Ça donne des chocs, ça. Les gens me demandent souvent comment est-ce que les gens évoluent. Ça prend des chocs. Que ce soit un accident sur un poteau, que ce soit un divorce, que ce soit un événement international comme celui que nous vivons présentement, c'est des chocs. Qu'est-ce que font les chocs? Ils brisent la mécanique du mental. Ils nous montrent un autre avenue. Et lorsqu'on gagne en individualité, en jouissance, en plaisir, on commence à connaître une sorte de magie. En arrière-plan. Les rêves ne sont pas toujours les mêmes. Ils changent. Si nous n'avons pas trop de culpabilité, il se peut que nous faisions moins de cauchemars. Mais en ce moment, c'est une belle période pour faire des cauchemars. Pas à cause de ce qu'on connaît, à cause de la liberté. Ce qu'on voit, c'est tous ces gens qui se sentent libres. Ne sont pas juste terrifiés par un virus.
mais par leur grandeur, de dire, mais il n'y a rien, je suis libre. Pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? Mais vu qu'on est habitué à être un esclave, quand tu sors d'une prison ou que tu veux t'évader d'une prison, admettons que la fenêtre est située au plafond, tu vas chercher un grand bureau, là, puis qu'il te reste dans ta prison, il reste une chaise. Vous allez voir où je vais en venir avec le cauchemar. La fenêtre est par en haut. Donc, tu montes sur le bureau. Tu montes sur la chaise. Puis là, tu donnes un élan. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que si tu donnes un élan, la chaise va faire du bruit. Ça va attirer le gardien de prison ou tu vas te casser la gueule. Mais il arrive un temps où ta tête est sortie dehors. Puis tu vois que c'est l'infini. Mais tes pieds ne sont plus dans le passé. Ils ne sont plus sur la chaise. Et tu t'apprêtes à tenir sur le bord. Puis avec toutes tes forces, tu sors de cette prison, puis tu t'aperçois que c'est l'infini là, l'infini à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, puis dans le ciel, c'est l'infini partout. Tu ne vis plus dans 3 pieds carrés, là, dans 3 centimètres carrés, là, 3 mètres, tu es rendu libre. Et les gens me disent, mais c'était peurant. Quelqu'un qui n'est pas habitué à sa liberté peut faire des cauchemars. Qu'il peut projeter sur une télé qui va angoisser les choses davantage en se disant, mais quand ça va finir? Mais oui, mais c'est parce qu'on peut en prendre goût aussi de cette liberté-là. Alors, lorsqu'un individu est rendu libre, puis qu'il est sorti de sa prison, il n'y a rien dans le monde. Alors, tout reste à être créé. Quand tu es jeune, que tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, c'est à peu près ce qui est le plus extraordinaire, parce que tout est possible. Quand tu es casé, tout est fait, jusqu'à la retraite. Mais être libre, c'est quand tu arrives à un certain âge que tu dis, je ne sais pas si à cet après-midi, je vais aller faire du ski, aller jouer au bowling, me tenir avec des amis, mais je veux dire, je suis libre à gauche, à droite, en haut, en bas ou sur les côtés. Tu es libre. Donc, le monde t'appartient. Et le monde devient une sorte de perception. C'est-à-dire, c'est la somme totale de tes peurs que tu auras surmontées. Puis tu rencontres ton Dr. Jekyll puis ton Master Hyde. Puis tu dis, tu dois affronter ta culpabilité. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des cauchemars, mais pas pour les raisons qu'on pense, mais parce qu'ils sont libres. Parce qu'ils aimeraient toujours être avec leur petite fille, être avec leur fils, puis dire, je suis sur Marie-Victorin, je me sens tellement bien. Encore, ça aurait pu être une journée d'hiver froide. C'est pas le cas. Alors, je dirais que c'est le printemps et le choc nécessaire à l'éveil pour cette génération, celle qu'on vit en ce moment. C'est une époque qui permet un éveil de la conscience. Combien de temps ça durera, je ne le sais pas. Parce que le savoir et la conscience ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Mais le choc va créer quelque chose de collectif, à la fois de la terreur, mais à la fois un plaisir immense. Et je tiens à vous dire ceci. Si le choc est long, ça va donner une solide maturité. Parce que les gens, plus la mécanique du mental est brisée, plus ils sont libres après. Alors je ne vois pas de cet enfer seulement l'enfer. J'y vois une civilisation terrorisée, ça va de soi, mais la terreur est souvent le feu qui nous permet de changer, de devenir un excellent forgeron et de créer des formes nouvelles. Et il y avait à Montréal autrefois de très belles clôtures en fer forgé, de très beaux escaliers en fer forgé. Puis ça tend à disparaître
ça a tendance à disparaître pour être remplacé par des affaires plutôt au goût douteux. Alors, on a connu en 1900, quand les gens créaient des fer forgé, c'était extraordinaire. Tu avais des fenêtres avec du plomb, là. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'était extraordinaire. Je me rappelle, dans notre porte, il y avait une espèce de tulipe, hein, avec le plomb. Aujourd'hui, une porte comme ça, ça vaut quasiment 3000 $, 4000. Un vitrail. On ne voit plus ça. Mais il est quand même étonnant, parce que tu me fais penser à une chose. C'est quand même étonnant que ça arrive à une période où l'église Notre-Dame a pris au feu, passe au feu. On dirait qu'il y a une sorte de gang de malfaiteurs étranges. La basilique Notre-Dame, ça l'avait quand même 800 ans. Bizarre. C'est une autre sorte de chose étrange. Où les gens avaient une référence. C'est comme si tu perdais tes références. Parce que la basilique, c'était quelque chose à Paris, là. Mais par hasard, quand ça s'est effondré, ça ne s'est pas effondré sur des œuvres majeures. Puis ils ont pu être sauvés. Il va falloir travailler assez fort. Ils vont mettre encore des milliards de dollars pour rénover ça, j'espère, parce que c'est extraordinaire. Mais c'est juste que le vitrail, ça m'a fait penser que c'était le dernier truc un peu étrange à Paris. Les gens qui regardent la basilique Notre-Dame brûlée. C'est très étrange. C'est en France que c'est le plus dur. Après la Chine, c'est dur, la France. Alors, le système qui est là, les valeurs, hein, quand on pense à les grands chanteurs, les philosophes, hein, quand tu regardais Juliette Gréco, même si Brel était belle, j'en demeure pas moins qu'à l'époque où j'étais pas tellement haut, quand on écoutait la France, hein, quand on regardait des films avec Annie Girardot, qu'on regardait Bourvil, Louis de Funès, puis les grands penseurs français, les immenses, les monstres à penser. Je parle pas juste de John Hallyday. Je pense à des gens qui ont écrit, qui ont fait des choses absolument extraordinaires. La poésie française. Vous savez, les années 60 en France, c'est un endroit où on pouvait relaxer. Où il y avait toutes sortes de petites terrasses. Puis que les gens riaient. Il faudra retrouver ce rire. Maintenant que les rues sont désertes et que les gens sont obligés d'affronter ce qu'ils sont, c'est-à-dire eux-mêmes, je trouve qu'au niveau de la métaphysique, il y a une chance que la personne, dans cette espèce de période angoissante, pour ne pas dire terrifiante, il y a une chance de voir naître une nouvelle civilisation internationale. Le monde évolue par des chocs. En arrière de ça, on ne peut pas être sans être accompagné par une magie. Quand on s'éveille, c'est pas juste la partie matérielle qui s'éveille. C'est la partie magique. Notre intervention dans l'invisible du monde. T'as beau rencontrer de grands puissants, il en demeure pas même qu'il y en a beaucoup qui sont religieux. Je commence à devenir un passionné de la Torah, de la guématrie. C'est très intéressant. Hein? C'est des gens qui ont la clé de l'âme. Quand tu écoutes un rabbin, tu dis c'est fort intéressant. J'en écoute 2, j'en écoute 3. Je dis c'est super, mais c'est un ésotérisme extraordinaire. Il y a des choses là intéressantes.
C'est pas juste un petit sermon, ça, là. Évidemment, ils vont regarder dans la mémoire de l'humanité. C'est quand même passionnant. À vrai dire, on ne peut pas échapper à l'occulte. Il y a le culte ancien, que j'appellerais la mémoire de l'humanité. Il y a le culte d'une civilisation naissante qui n'a rien à voir avec la mémoire de l'âme, mais qui a à voir avec l'esprit. Comme si elle était branchée à des civilisations extrêmement avancées qui échappent presque totalement à la mémoire de ce que ce fut comme loi terrestre. Parce que c'était des lois occultes qui étaient là pour l'évolution des civilisations et pour instaurer une communication qui permettait à l'homme de créer des commerces, des civilisations. Il y a eu une époque sur Terre où les gens avaient, je pense à Jérusalem, où il y avait 3-4 religions complètement différentes et que tout le monde commerçait. La Palestine n'a pas toujours été divisée par Israël, ou vice-versa. Je s'est communiqué, faisaient des affaires, ça allait très bien. Alors, je regarde tout ça, je regarde ça au niveau de l'historique, je regarde ça au niveau de l'Ancienne Égypte. Je me suis beaucoup intéressé à l'Ancienne Égypte quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. La reine Toutankhamon. Toutankhamon et la reine Hatshepsut. Je regardais, j'étudiais. Sous le règne d'Hatshepsut, il y a eu 30 ans de paix totale, de sérénité. C'était des théocraties, des dictatures religieuses. C'est pas n'importe qui a construit les pyramides d'Égypte. Ce ne sont pas des esclaves. Ce sont les Égyptiens. C'était une contribution à la société. Ils étaient rémunérés. Ils étaient nourris. C'était pas des esclaves, puis ils faisaient pas ça nécessairement toute leur vie. Et ils se sont succédés plusieurs générations. Mais ça n'a rien à voir avec des esclaves. Ils étaient d'excellents ingénieurs, et si vous voulez savoir pourquoi c'était si beau, mais c'est parce que c'était une contribution que les gens faisaient à la société. C'était des Égyptiens. C'est toutes des choses qui ont été corrigées quand on regarde le canal découvert. On s'aperçoit que c'est pas ça du tout qu'on nous a enseigné, là, que c'était des esclaves. Pas du tout. Alors, évidemment, il y a des gens qui s'amusaient à sortir de leur corps et mourir, puis à revenir dans le corps d'un autre. Soit qu'ils étaient enfants ou même carrément déjà en vie. J'avais le pouvoir. Après tout, on a vu ces moines là, qui meurent puis qui finalement se réincarnent. Et tout le monde veut se réincarner. Moi, je voudrais simplement être tranquille tout le temps. Mais il y a des gens qui veulent rester sur Terre pour avoir beaucoup de pouvoir parce qu'ils savent comment est-ce que les choses fonctionnent. Alors, il y a les moines tibétains. C'est très intéressant quand tu étudies leur chose, la réincarnation. C'est quoi le pouvoir de la réincarnation? C'est de revenir sur Terre avec toujours plus d'expérience. Mais c'est toujours le culte. C'est toujours le pouvoir de l'âme qui est en arrière. Il y a beaucoup de gens qui entrent en contact avec moi puis qui se cassent la tête. Mais les choses sont beaucoup plus simples qu'on le pense. Parce que ce n'est pas en cherchant qu'on trouve. Mais quand on ne cherche plus. Quand on est libre. Les gens voudraient absolument qu'il y ait quelque chose. Ben non, il n'y a rien. Les gens pensent que ça leur prend absolument des clés, des connaissances. Mais non, ça prend un savoir, ça prend un vécu. Les gens me disent, est-ce qu'il y a des techniques pour être voyant? Pas plus que pour flotter. Si ce n'est que d'être soi-même étendu pour accueillir l'infini.
La seule chose que je sais, mardi, dans la semaine prochaine, je vais regarder la station spatiale pour la 40e fois passer au-dessus de ma tête. Puis j'aime ça. C'est gros comme Vénus, ça brille. Puis c'est un petit 2 minutes dehors avec le chat. À vrai dire, je ne cherche pas le pouvoir. Je cherche la liberté à m'y installer et une sérénité. Mais la sérénité n'est pas dépendante d'un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans la sérénité, parce que la sérénité, c'est une totalité. C'est le pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui n'est pas dirigé par l'ego. Les gens accumulent des connaissances, accumulent des connaissances, accumulent des connaissances. On a eu des connaissances scientifiques absolument extraordinaires. Puis deux bombes atomiques qui allaient avec. Plus les philosophes. Marx a amené Lénine, qui a tué je ne sais pas combien de millions de personnes. En tout cas, il a tué pas mal de monde. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ces gens qui veulent le pouvoir. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi l'ont-ils? Parce que le monde n'est pas éveillé. On donne du pouvoir par la peur. Mais il faut savoir disparaître. Il faut savoir regarder. Il faut ressentir. Un petit peu comme quand je sortais de l'île aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il y avait un policier qui était dans la sortie de les îles de Boucherville. Il devait s'ennuyer. J'ai dit, je ne vais pas lui donner une raison pour qu'il se sente actif. Quand tu prends la courbe lentement, puis tu regardes pour voir s'il n'y a pas de voiture, c'est au cédé le passage. Tu sais, le cédé le passage, c'est un peu comme je négocie. C'est une zone étrange. Hein? Tu as un policier aussi qui peut négocier en se disant il l'a-tu fait ou il l'a-tu pas fait? Qu'est-ce qu'on fait un cédé le passage quand tu n'as pas de voiture, tu passes? Là, bon. Je pense que tu n'as pas d'arrêt à faire. Là. C'est plus dangereux qu'autre chose. Il y a toute une magie qui s'en vient, qui s'installe. Et je dis que celle qui brise, je l'ai toujours dit depuis des années, ce qui brise la mécanicité. C'est très invitant à dire, je veux retrouver le sens que j'ai eu quand j'étais avec ma famille. Parce que quand tu es en vacances, tu fais trop de choses. Puis tu risques de ne plus être là. On organise des vacances, mais pas ça. Pour ça, si tu veux passer à travers, quand on donne 14 jours, tu es obligé, puis on peut t'en donner un autre 14 après, tu es obligé de t'inventer. Tu es obligé de te retrouver avec ta famille. Tu es obligé de parler à tes voisins. Ça prend du temps, ça. C'est pas facile parce que le monde est imprévisible. On se rencontre. On se voit. Hein? Il n'y a plus de neige à pelleter. Ça fond. Les gens, il fait noir, il fait clair très tard. Les gens, ça amène une brisure. La brisure amène à l'être, à l'essentiel. L'être et l'essentiel, c'est la même chose. De l'essence ciel naît une sorte d'expansion de la magie. Un peu comme ce photographe qui s'appelle Deschamps, qui était mathématicien, et qui a tout foutu ça là pour aller photographier des orignaux dans le Grand Nord. Et j'ai dit, oh, quel geste absolument extraordinaire. Puis je t'ai étendu sur une table à pique-nique, position que j'aime beaucoup. Quand je regarde la nature, je peux être là 30 minutes. Moi, je regarde l'eau passer, puis les arbres dans le fond. Puis je pars. Puis je vois un type passer avec une drôle de casquette. Je ressens quelque chose d'étrange. Puis j'ai commencé à penser à ce photographe. Alors qu'il était toujours de dos, hein, il est rentré dans le petit bois, puis clic, 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 clic. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais quand il s'est retourné, c'était lui. Il habite pas à Port, mais ses parents habitent à Boucherville. Là, je me retrouve
à ses côtés. Inutile de courir après les gens, ils viennent toujours vers vous. Même dans un grand parc isolé, en pleine semaine, étendu sur une table à pique-nique. J'y ai rencontré de nombreux amis que je connaissais depuis longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis bien, comme d'habitude. Parce que pour être bien, ça prend une sorte de magie. Il y a des conditions. A priori, c'est qu'il faut être ouvert. 2, il ne faut pas se sentir coupable. Parce que de toute manière, peu importe ce qu'on vit, le monde est malheureux. C'est clair. Fait que quand tu as compris ça, tu te calmes. Le monde, qu'est-ce que le monde est malheureux? Les gens ne font pas qu'est-ce qu'ils aiment. Il faut que tu sortes de cette masse-là en disant, je suis libre. Je ne suis pas un guerrier. Je suis conscient. Je suis un libre penseur. Je dis ce qu'il faut. Je ne m'attaque pas au système politique. J'ai même félicité Legault. Il a bien fait les choses. Très bien fait les choses. Je dis, c'est rare que je vois un homme politique que je respecte. C'est un homme respectable. Vraiment bien. Pourtant, en arrière, c'est les banques, c'est ci, c'est ça. Mais j'ai dit, il fait ce qu'il faut. C'est un solide, ça. C'est la première fois depuis 50 ans que je ne vois pas une pâte molle qui s'occupe du Québec. Les autres étaient des idéalistes, pas pâte molle. Il y en a eu, ça n'a pas duré longtemps. Hein? Tu avais René Lévesque, mais à part de tout, tout le reste, ça a passé vite. Ça, c'est le premier. J'ai dit, il est solide, lui. Parce qu'en fait, il répond à la fonction des Québécois qui veulent un Québec indépendant dans un Canada fort. Legault, c'est ça. C'est un Québec indépendant dans un Canada fort. Les gens veulent se sentir dans une société distincte. C'est bien. On est assez distinct pour payer 2 impôts. On est la seule province qui paye 2 impôts. Vous devriez voir la gueule du ministre. C'est crevant. Il faut aller le voir sur YouTube. Parce qu'on est, vous savez, la seule province qui paye 2 impôts. Il fait cette air-là, c'est à mourir. On voit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise. Il devrait être plus relax quand il le dit. Mais ça s'est vu dans son visage. Qu'il n'était pas tout à fait. Il y a eu une seconde à bouffer de rire. Alors, ceci dit, dans cette liberté, on ne peut pas gagner en liberté sans en même temps gagner en magie. On vit dans un univers occulte. On est venu au monde pour répondre à l'appel de son infini. L'infini est dans le visible, puis il est dans l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible? Ça va être la visibilité de demain. Mais ça peut être aussi la visibilité de ce que vous faites apparaître immédiatement. Comme ce photographe que j'avais vu sur Internet. Je dis, ah, mon Dieu. Alors, quand je l'ai rencontré, je l'ai serré dans mes bras. J'ai dit, je suis tellement heureux de vous connaître. Vous qui avez pris une si grande décision pour faire ce que vous aimez. Ça a été mon réflexe. Je ne s'est pas senti gêné. J'ai dit merci pour être ce que vous êtes. Ça me fait tellement du bien, je me sens un peu moins seul. Alors lui, il était là, mais en même temps pas surpris. Moi, je parle à l'être. L'être comprend toujours. Même si la personne peut avoir des scrupules, je peux vous jurer, sans aucun doute, que lorsque vous parlez avec votre cœur et que vous vous adressez en vérité à un être
il n'y a pas de mal-être. Il n'y a pas de gêne. Parce que le geste est spontané. On pourrait dire presque une poésie qui s'ajuste. Et on sait que ce n'est pas un geste exagéré, que c'est un remerciement, que c'est une sympathie, une union qui dure une seconde pour dire « je te comprends ». Parce que c'est un geste d'un individu qui est obligé d'expérimenter la magie. Mais la magie, tu peux la vivre dans un mobil-home, hein? Ça dépend toujours de ta force. Je regarde cette espèce d'individu aux États-Unis qui est une merveille du monde, qui s'appelle Anton Koprichka. Je vais peut-être le prononcer un peu bizarre. C'est un individu qui fait de l'ultra-trail. Il vit dans une très petite maison, mais c'est pas laid. Il s'intéresse à la culture, à la lecture, mais à partir du matin, à 6 heures, il sort. Il s'en va courir dans le bois. Puis ensuite, il s'en va escalader des montagnes. Parfois sans corde, et rarement avec des cordes. Et tout le monde entier le regarde en disant « It's totally fearless ». Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Maintenant, vous allez me dire de quoi vit-il? Mais toutes ces espèces de run and shoes qu'il porte, ben, il le finance. En disant, on voudrait que tu portes nos run and shoes, on voudrait que tu les essaies. Tiens, on va te donner 100 000. On va te commanditer. Il a tout pris, lui, il en a pris beaucoup. Alors, non seulement il n'a pas à payer ses run and shoes, mais on te paye pour qu'il court avec. Soyez original. La magie apparaît de même. Alors, il est dans une petite maison, par désir d'avoir la paix. Il est très heureux. En plus, il n'est pas seul. Il y a un copain qui court toujours avec, qui est un francophone américain. Je vois un individu qui parle parfaitement l'américain et parfaitement le français, sans aucun accent. C'est fantastique d'aller voir courir, et ce sont des êtres magnifiques. C'est ça la liberté. Tu fais ce que tu as à faire et le monde s'ajuste à ton être. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était courir et être libre. L'argent vient. C'est une expérience que j'ai faite, puis que je fais encore. J'ai jamais demandé, au tout début, quand j'avais mes émissions, qu'on me demande en consultation. Vous le savez, j'en ai de nombreuses fois parlé. Alors, il s'installe une sorte de... Quand tu es dans l'être, c'est comme si on comprenait cette phrase de la Bible qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. Fais ta part et laisse-moi m'occuper du reste. » Maintenant, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'en ai rencontré beaucoup qui vivent à ce niveau-là. Maintenant, on a constaté une chose. Il n'y a personne de millionnaire, mais personne ne manque de rien. On me l'avait dit il y a 30 ans. Je l'ai expérimenté. Ni trop, ni moins. Et tous ceux qui passent à la télé, qui ont eu de très, très gros revenus et qui sont dans le système et qui amènent les gens à être putasses, se cassent la gueule. Il y en a une tonne. J'ai vu des gens qui invitaient juste pour rire d'eux. Puis aujourd'hui, c'est le monde qui rit d'eux. Je nommerai pas de nom, mais il y en a qui ont fait des méchantes débarques, qui ont atteint un pouvoir extraordinaire de la médiatisation. Il y en a eu beaucoup. Puis se sont pété la gueule. J'ai vu le monde du journalisme s'effondrer. J'ai vu le Journal de Montréal s'effondrer. Et maintenant, je regarde Radio-Canada s'effondrer, qui est devenu un organisme totalement subventionné
par le gouvernement, puisque les médias ont quitté Radio-Canada, pas les médias, les commanditaires, pour aller surtout putasser sur Internet. On ne peut plus publier un YouTube sans avoir des annonces au début, au milieu, puis à la fin. Même ce que je fais. Les gens m'achètent. Ils disent, ce gars-là, on ne demande pas la permission. C'est YouTube. C'est la loi de YouTube. Avant, on faisait des vidéos, il n'y avait pas d'annonces. Maintenant, on est bourré d'annonces. On se pensait en train de regarder le Télémétropole. Sauf que moi, vu que c'est un petit peu mieux, c'est Radio-Canada. C'est au moins Radio-Québec. J'ai un paquet d'annonces. On a tous un paquet d'annonces avant de commencer les vidéos, parce que ces gens qui vendent des voitures, c'est ça, se sont déplacés vers l'Internet. Alors, ils n'ont plus le pouvoir. C'est la débandade des médias ordinaires. Puis maintenant, on a une sorte d'éparpillement d'opinions, où les gens font des choix, où ils sont plus interpellés par une chose que par une autre. Une sorte de démocratisation des opinions, où il y a des sonneurs d'alerte, il y a des gens qui vont dire des choses qui valent la peine d'être écoutées. Puis évidemment que les médias, au tout début, ont dit « mais ce ne sont que des conneries ». Non, ce ne sont pas que des conneries. Et est-ce qu'il y en a qui disent beaucoup de conneries? Il y a toujours eu beaucoup de gens. J'ai un cousin qui se spécialise en conneries. Alors, sitôt qu'il parle, c'est une connerie. C'est immanquable. Ou alors il les invente. Rien d'autre. C'est pas une méchante personne, mais c'est un con. Alors, tu ne peux pas aller loin, là. Tu ne peux même pas aller jusqu'au début. Il vit une vie assez étrange, très isolée. Il n'y a pas de créativité. Alors, quand on entre dans la créativité, quand on est dedans, tu n'as pas le choix. C'est ta locomotive. Alors, il apparaît des forces nouvelles. Regardez un truc étrange. Il y a des gens qui vont être témoins de ça ici. Je peux être longtemps, le téléphone ne sonne pas. Je sors, ça n'arrête pas. Quand ça se fait une fois, oui, mais quand tu es rendu que ça fait 50 fois, puis que ça le fait avec tous mes amis, j'ai dit, c'est simple. Si je veux qu'on me téléphone, il faut que je sorte. Je mets le pied dans les marches, ça sonne. S'il fait un beau soleil et que je mets les pieds dans l'escalier, est-ce que vous êtes disponible pour une consultation? Autrefois, je disais oui. Maintenant, je dis, appelez-moi dans 2-3 heures. Puis ça m'arrive de dire, si c'est trop tard en France, vous allez peut-être trouver du temps le lendemain. Mais je profite du soleil. Après tout, j'ai un petit peu évolué. ça prend du temps pour un gars qui est né sur mon signe. Et puis, je savoure d'abord la journée. Je m'énergise. Et puis quand j'arrive chez moi, si j'ai le temps, j'appelle la personne par Messenger. Je suis libre. Sinon, demain. C'est l'un ou l'autre. Et puis souvent, voulez-vous croire qu'il peut y avoir jusqu'à 3 personnes comme hier qui m'appellent. Tout s'ajuste. Je suis l'homme dont les fins de mois s'ajustent. Depuis toujours. Il n'y a rien. C'est pas une affaire régulière, là. Mais régulièrement, tout est correct. C'est une expérience. Voilà comment fonctionne la magie. Elle ne donne pas plus qu'il n'en faut pour savourer ton univers. Parce que quand tu vis dans ton univers, tu as tout. Elle te donne ce qu'il te faut pour vivre la sérénité. Et si quelqu'un veut faire entrave à ta sérénité,
il va sauter en morceaux. S'il le fait d'une manière délibérée. Ça, je l'ai remarqué. Ce monde, en fait, ce que les gens vivent, ça me fait penser beaucoup à mes pensées. Je vous rappelais des fois, j'ai dit, vous savez, pour que ce monde devienne conscient, ça leur prendrait quasiment un météore. Une sorte de grande terreur. Une sorte de brisure. Je pense que vous savez que j'en ai parlé à quelques reprises. Bien, on est dedans. Mais ils sont pas mal plus angoissés que moi. Parce que quand tu n'as pas de connexion, tu es vraiment pas rien que tes bébites, mais ils sont pas juste dans la tête. Ils sont partout, là. Ils sont dans l'air. Mais pour moi, c'est une réalisation collective d'une écœurantite aiguë. Et on se donne l'outil nécessaire en tant que collectivité, c'est clair, là. On se donne le prétexte en tant que collectivité pour dire on ne peut pas être une tonne de monde en train de se dire « Ah, ce maudit système qui m'écoeure, cette maudit job qui m'écoeure, si ça pouvait sauter! » Combien de fois je l'ai entendu? Bien voilà, maintenant que ça arrive, ne vous inquiétez pas trop, puisque vous en êtes les maîtres. À vrai dire, ce que je suis en train de dire, s'il y a des gens qui l'ont provoqué, ils sont probablement victimes parce que c'est toute la société qui veut arrêter. Les gens sont fatigués, écœurés. Ils veulent se donner une pause. Mais en même temps, ils sont très angoissés. Donc, c'est une pause angoissante. C'est tout à fait l'inconscient du monde. Il n'arrive pas à un être que ce qu'il veut, mais c'est ce qu'il est dans sa totalité. J'aimerais, c'est un petit peu comme le monde aimerait être libre, mais ils sont très angoissés de l'être. Maintenant, je dirais qu'ils sont en train de s'habituer tranquillement. Ils ménagent la chèvre et le chou, mais pas le papier de toilette. Le Costco vide. Le Costco vide 19. Ce que vous voulez. Les gens prennent panique. Ils chient dans leur culotte. Vous connaissez l'expression. Tout le monde part avec du papier de toilette. Ça aurait pu être plus dangereux. Ça aurait pu être une crise de diarrhée. Il n'y aurait même pas de chiffon-J, il n'y aurait plus rien, là. On est des fournisseurs. Heureusement, ceci va en cascade. Alors, tout ça pour dire que le monde, c'est irrationnel. C'est... je ne sais pas s'il manque des boîtes de sardines ou de spaghettis, je ne sais pas. Mais c'est pas la meilleure chose à avaler. Hein. Ça contient tellement de sucre que si t'es pas malade avant, tu vas si c'est pas le virus qui endommage ta santé, ça va être les soupes Campbell que tu as mangées puis que tu as mis de côté. Ce monde-là, probablement, vous voyez, quand ça va s'arrêter, probablement qu'on va trouver beaucoup de gens qui vont avoir des rouleaux de papier de toilette à vendre pour pas cher. Il y a des gens qui vont chez Costco à tous les 2 jours aller chercher, je sais pas, c'est étrange. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La peur a tendance à lâcher les intestins, je sais pas. Et puis, quand on est mort, on fait le vide d'un peu tout. Alors, on entre dans... On vit, ce que je vous enseignais depuis longtemps, une sorte de brisure. Alors, imaginez-vous la bourse, là, parce qu'il n'y a pas juste la bourse.
bien, quand on va sortir le vaccin, tout est correct. Vous savez, n'oublions pas ceci, nous vivons dans une société où tout est rapide. Et ce virus va passer d'une manière rapide. Quand les gens vont être tannés, là, je ne sais pas, ça va arriver un jour, là, ils vont dire, il n'est pas mon enfant, mais j'aimerais faire autre chose. Ils vont dire, s'ils réussissent à installer une routine dans le plaisir, parce que vivre la disponibilité, c'est pas facile. Il faut avoir un système. Quand tu es libre, tu as un système. Il y a un temps pour réparer le lavabo, il y a un temps pour réparer les tiroirs de la cuisine, il y a un temps, tu sais, il faut trouver un paquet de trucs. Si bien qu'il y a des gens qui arrivent à leur retraite à avoir plus de travaux à faire qu'au moment où ils travaillaient. Ça, c'est à peu près tout le monde qui ont une maison à entretenir. Et je vais faire Mon père, lorsqu'il était à sa retraite, s'est jamais arrêté. À tous les jours, c'est un homme qui n'aimait pas sortir. Il aimait travailler sur sa maison et je ne l'ai jamais vu une seule journée. Il a vécu jusqu'à 93 ans et à partir de 64 ans, il était à sa retraite. Je ne l'ai jamais vu une seule journée où il ne travaillait pas sur la maison. C'était son désennui. Évidemment, il avait une idée de la magie. Mais il se sentait entré dans un terrain inconnu. Parce que pour vivre la magie, ça prend un acte de foi qui échappe à peu près à tout le monde. C'est qu'il faut que tu comprennes que les énergies qui composent et qui constituent la réalité te soutiennent. Il faut que tu fréquentes des gens qui sont dans la même vibration, qui ont la même conscience. Il faut que tu en connaisses au moins quelques-uns. Parce qu'ils vont te remettre sur le chemin si tu es trop angoissé. Ils vont te dire des choses intéressantes. Et ils vont te rappeler à toi. Et c'est très important d'en connaître au moins deux dans ton entourage, parce que c'est des gens qui peuvent te replacer. Évidemment, si la magie de la femme est très terre-à-terre, parce que la femme vit beaucoup au niveau de la matière, l'énergie de l'homme est beaucoup plus dans la recherche de l'évidence sauvage de cette magie-là. C'est très difficile d'expliquer. Mais il y a une différence entre l'opération magique chez la femme, qui est orientée vers qu'est-ce que ça fait dans le réel. C'est féminin, ça. C'est qu'est-ce que ça fait dans le réel. Pratico-pratique. Alors que chez l'homme, c'est poussé souvent au-delà de la mort. Il y a beaucoup de métaphysiciens, hein? C'est presque tous des hommes. Qu'est-ce que c'est que la mort? La femme ne veut pas savoir, n'est pas intéressée par la recherche de la mort. Mais c'est la première qui va dire, j'ai sorti de mon corps. Je suis allé voir ma tante Yolande. On a jasé ensemble, puis là, elle m'a donné une poussée. Un homme se tait dans son milieu de travail quand il vit des expériences comme ça. Une femme peut en parler plus à certaines amies, parce que les femmes sont ouvertes. Les hommes, c'est un peu plus macho, là, tu ne peux pas trop parler d'ovnis que tu as vu en fin de semaine, puis tu as sorti hors corps. Ça passera pas, ça. Puis les psychiatres ne veulent pas en entendre parler du tout. Parce qu'ils ne peuvent plus faire la différence entre quelqu'un qui est déséquilibré et quelqu'un qui vit une expérience qui sort de l'ordinaire. Si bien que si vous placez un parapsychologue à côté d'un psychiatre, le psychiatre risque de devenir fou.
Parce que ce que dit le parapsychologue commence beaucoup à ressembler à ses patients. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus être totalement un psychiatre sans ressembler à ses patients. Il y a un individu un jour qui était un patient qui se demandait comment pouvait se passer la vie sur la planète Neptune. Comment est-ce qu'on pouvait construire sur ça? C'est une planète gazeuse. Puis finalement, à la fin, si le psychiatre avait trouvé l'idée intéressante, après 10 ans. C'est dangereux de fréquenter des gens une minute, là. C'est comme les gens qui font de la voyance. C'est intéressant, mais arrange-toi pour ne pas avoir 40 personnes par jour parce que ta santé, tu ne l'auras pas longtemps. Tu sais, tu vois des espèces de voyants qui se déplacent comme ça, là. Elle est bien bonne, elle est bien bonne, elle est bien bonne. Elle est bien bonne, mais cassée en 10. Les gens sont très émotifs. Puis si tu n'es pas protégé, tu peux recevoir des cochonneries. La même chose pour un psychologue, la même chose pour un psychiatre. Lorsque tu travailles avec un être humain, tu travailles avec sa partie visible, mais tu travailles aussi avec son invisibilité. Et tu vis à la proximité d'un autre infini. Mais un infini, c'est à la fois visible et magique. C'est pas que les gens jettent des sorts, mais il est strictement presque impossible d'être à côté de quelqu'un sans l'attraper, comme une sorte de virus. On finit en couple par ressembler à l'autre. Après un certain temps, les gens s'imaginent que faire l'amour, c'est anodin. Oh non, c'est une fusion. Au bout d'un certain temps, il y a toujours bien des moments où c'est devenu une fusion et on ressemble à l'autre. Faire l'amour avec quelqu'un, c'est attraper l'autre. Dans sa partie invisible et dans sa partie visible. Même pour un individu qui est totalement inconscient et qui court dans les clubs, tu peux attraper des maladies sexuelles, mais tu peux attraper des états d'âme psychiques, parce qu'un être humain est constitué de visible et d'invisible. Il est à la fois émetteur et récepteur. Il n'y a rien d'anodin dans le monde. Nous sommes continuellement des êtres en puissance. Et nous sommes très puissants. Mais la majorité des gens très puissants, c'est tout le monde. Et la majorité des gens très puissants ne le savent pas. Des gens me disent, mais pourquoi il m'arrive toujours des malheurs? Je leur dis, cher monsieur, chère madame, peut-être que, puis il n'aime pas la réponse, hein, peut-être que vous en êtes la cause. C'est très difficile d'être heureux sans la culpabilité. Il y a des gens qui créent le mal pour se sentir en vie. Alors, ils cherchent la merde en regardant le journal de Montréal, puis les catastrophes. Ils deviennent des trous noirs. Et ils développent une magie de merde. Alors, quand tu te libères, je pense à ce photographe, quand tu es dans la nature, la fortune vient, la sérénité vient, les choses s'installent. Si vous avez eu des parents pas trop inquiets, vous allez être beaucoup aidés. Qu'est-ce que des parents inquiets? Qu'est-ce qu'une inquiétude? Elle est strictement basée sur une chose. Elle appartient au corps. Le corps est matériel. Et qu'est-ce que ce corps désire? Il veut manquer de rien. L'idée donc du corps comme étant une totalité chez certains philosophes est une idée d'un début, d'un milieu, d'une fin. Il veut se nourrir, il veut avoir des vêtements, un toit en haut de sa tête, et il peut devenir strictement ça. Mais il peut avoir peur de ne pas avoir ça et sombrer dans l'inquiétude à l'infini. Le corps,
c'est du corps que vient l'angoisse, et non de l'esprit, même pas de l'âme. L'angoisse vient du corps. Il ne vient pas de l'imaginaire. Parce que même le corps, lorsqu'il crée des pensées imaginaires d'anxiété, ça vient du corps. Ça vient des parents qui ont transmis cette insécurité-là. Qu'est-ce qui a peur en ce moment? Pas l'esprit. Qu'est-ce qui a peur d'attraper une picote volante? Pas l'esprit. Le corps. Mais si vous réalisez que vous n'êtes pas seulement un corps, la donne change. Vous allez voir des choses inhabituelles. Vous allez voir que les gens dans le corps sont totalement irrationnels. Il n'y a pas comme ça fait pas comme A, B, C, D. Il manque des lettres. Il manque des chiffres. Leur comportement est irrationnel parce que la peur est totalement irrationnelle. Donc, être, c'est amener l'invisible à sa compréhension. Ça devient intelligible. C'est un plus que l'on accède, que l'on ramène à soi lorsqu'on est dans un état de sérénité. La sérénité ne veut pas dire que je n'ai pas de corps. La sérénité veut dire que je n'ai pas juste un corps. C'est à la fois une apparition dans le visible qui se manifeste, comme quand je viens pour sortir, puis le téléphone, bon, ouais, puis j'ai rien contre ça. Ça va. Mais c'est aussi comprendre que nous sommes dirigés par l'invisible. Que nous sommes le maître des invisibilités qui opèrent le réel. Pourquoi les gens sont-ils malheureux? Mais parce qu'il y a juste l'angoisse. Et l'angoisse, c'est ce qui nous ramène au corps. Maintenant, quand on arrive dans une civilisation qui veut une sorte d'étrange parenthèse comme celle-là, moi, je regarde les parents avec leurs enfants. Les enfants sont tellement heureux. Ils se promènent avec leurs trottinettes. Même les voitures ne sont pas dangereuses. Alors, on va plus lentement, vous n'avez pas remarqué. Les enfants avec les trottinettes dans les rues, les vélos, il n'y a plus de soucis. La rue, ça me fait penser aux années 70 quand il y avait des enfants partout. Là, il y a des enfants partout ici. J'ai dit, mon Dieu, que c'est le fun à voir, de voir de la joie, accompagnés de leurs parents. Puis peu importe la rue que tu prends, tu tombes sur des enfants avec les parents. J'ai dit, mon Dieu, que c'est amusant. C'est le fun à voir. Enfin, du monde qui sont en vie. Je sais pas, est-ce que vous avez ça à Laval? Vous le voyez un tout petit peu quand vous sortez? Entre les microbes, il y a ça, c'est drôle à voir. Ça prenait des microbes pour que ça apparaisse. T'sais. Puis là, le lendemain, ben, c'est pareil. Tu sais, Boucherville est un lieu étrange où tu vois des gens âgés être en vélo, puis aller vite. Puis des gens peuvent avoir 70 ans facile, puis tu leur dis, mais où allez-vous? Puis je m'en vais chez mon père. Il y a 120, lui. Les gens prennent le temps de vivre, là, c'est un temps de vivre forcé, mais on peut s'habituer. Alors, les gens vont vivre une sorte de... maintenant qu'ils sont envahis par ce problème-là, je dis la santé, les virus, ils n'ont surtout pas le goût d'en parler. Ils prennent des vacances, là. Alors, ils profitent, c'est quand on vit proche d'une menace qui pourrait nous tuer, qu'on a envie de vivre. On vit plus fort. On prend le temps de regarder le soleil. Je ne dis pas toujours à le fixer, là. On prend le temps de regarder. Je suis allé près d'un petit pylône électrique, là. Il y a un gros pylône, tout le monde se ramasse là. Alors, j'arrive là, c'est une route très cahoteuse. Il y a des trous partout. Puis là, il y a 5 voitures. Puis je regardais hier les vagues que faisait le vent.
en regardant le pylône électrique. J'ai ouvert la première partie de mon toit ouvrant. Puis ensuite, j'ai ouvert le toit ouvrant. Puis c'était délicieux. Puis là, je voyais ces vagues. Puis tous les gens étaient là, admiratifs, dans leur voiture. Comme si on était au vu en plein air. J'ai connu ça, puis je n'étais pas vu. Puis que tout le monde regarde le paysage. Ils sont en train de contempler. Maintenant, c'était des jeunes. C'était pas des gens vieux comme moi, là. C'est tout du monde jeune. Puis t'as la madame là, qui passe, que 60, qui a mon âge, puis qui s'arrête à peu près partout. Maintenant que les magasins sont fermés, toutes les madames sont là, puis tu peux même pas aller chez la coiffeuse. Alors, les gens, ici à Boucherville, deviennent des contemplatifs. Puis vu qu'on n'a pas toujours juste des murs en béton, on regarde ce qui est beau, ce qui respire. Puis là, on regarde les maisons, on regarde toutes sortes des arrangements floraux, puis on voit ce que les gens vont faire. C'est merveilleux comme période. À quelque part. À quelque part. Alors, d'une période comme ça, naît la possibilité d'expérimenter une magie qui brise nos chaînes. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de vivre ça. Mais ces gens-là n'ont pas du tout cette habitude-là. Alors, je suis devenu celui qui était bizarre est devenu normal. Pour à peu près tout le voisinage. L'espèce de personnage qui est là avec son chat, avec une laisse, qui roule dans une bagnole qui a 21 ans, qui veut surtout pas avoir des paiements à faire. Puis ce gars-là, il est libre. Puis il est toujours libre. Puis quand on le voit à travers la fenêtre, il est toujours en robe de chambre. Toujours. Ça, c'est quand il la porte. Et puis, ce bizarre-là, je le comprends un peu plus aujourd'hui. Maintenant que je suis confiné à la maison, parce que moi, je suis un confiné à la maison volontaire. J'ai mis ça en application depuis plusieurs années. Depuis au moins toute ma vie. Je suis un confiné à la maison volontaire. Mais maintenant que tous les aéroports sont fermés, puis que tu ne peux plus aller en Floride, ils sont en train de faire l'expérience de Normand Pinard en robe de chambre. Puis peut-être que des fois, ils l'enlèvent parce que ça les étouffe. Puis ils vont pas aller profiter du soleil, je ne sais pas trop quoi. Puis je serais peut-être pas surpris que dans 2 ans, que tout le monde ait un chat avec une laisse. On amène après tout le monde à vivre un peu ce que l'on est. Sauf que je sais que cette période-là ne durera pas longtemps. Ça ne sera pas long, ça. C'est des chocs violents, mais qui ne s'éternisent pas. À peu près convaincu que ça fait longtemps qu'on a un vaccin. Alors, ceci dit, je dis ça parce que vous comprendrez dans le temps, quand vous regarderez cette vidéo-là. Parce que le monde évolue rapidement. Les choses qui arrivent dans le monde sont rapides. Mais elles nous quittent aussi rapidement. Si on veut avoir une autre épidémie, il faut bien que celle-là disparaisse. Bon, bref. Sauf que les gens sont devenus contemplatifs. Ah, ils se retrouvent chez eux. Moi, c'est mon état naturel. Alors, bienvenue dans ce monde où on se rencontre. Maintenant, la deuxième chose, il y a une magie, mais les gens sont identifiés au corps, uniquement. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Donc, peut-être qu'ils vont faire des expériences de télépathie avec leurs enfants, je ne sais pas. Ne serait-ce que la femme qui voit une voiture arriver avant le temps, puis qui a le temps de prendre son enfant, ils vont vivre toutes sortes de petites expériences. En fait, quand on est dans l'être,
Si les gens savaient jusqu'à quel degré que l'on est presque manipulé par l'invisible, ils arrêteraient de s'en faire. C'est une plaisanterie, cette réalité n'est qu'un cinéma. C'est du film. Je vous dis ceci de très important. Il n'y a pas d'arrêt dans le monde sans que la collectivité l'ait décidé. Le monde est toujours une représentation. C'est l'inconscient collectif du monde qui se manifeste. Mais en même temps, il a très peur d'être libre. Alors, il le fait un peu comme les curés d'autrefois. Vous pouvez vous approcher de Dieu, mais craignez-le. Alors, c'est un mouvement où les gens se rapprochent d'eux, mais avec beaucoup de crainte. Ils se pensent contrariés, mais ils ne sont que névrosés. Je m'explique. Ils se pensent contrariés parce qu'ils se sentent confinés à la maison ou à vivre, aller dans la nature, tout comme quelqu'un que je connais. Mais en même temps, ils en sont les provocateurs, les investigateurs. Et c'est là où est la névrose. Ils vivent exactement ce qu'ils voulaient. Mais ça prenait une raison. Et vu que ce ne sont pas des êtres assumés qui vivent dans l'angoisse, ça se fait dans l'angoisse. Mais c'est un désir de l'inconscient collectif de tout faire sauter un système. Et de gens, quand ils vont retourner travailler sur le marché du travail, ils vont se dire « Oh, si je peux prendre ma retraite à 55 ans, je vais le faire. » Est-ce que vous voyez les décisions que ça fait? Ou je vais travailler dans autre chose que je vais aimer. Ça crée des chocs, ça. Et je trouve ma job plate. J'aimerais ça avoir plus de créativité. T'as des gens, là, la prochaine année, là, tu sais, les gens déménagent beaucoup. Ils pensent que, tu sais, ils changent le mal de place. Les gens déménagent beaucoup, mais là, c'est les jobs qui vont déménager. Les gens vont avoir le goût de faire autre chose, de vivre autre chose, d'être plus libres. Parce qu'ils vont goûter que leur liberté a beaucoup plus de sens d'une job routinière. Alors, ils vont vouloir retrouver dans leur emploi quelque chose qui n'est pas routinier. Ça va être, en tout cas, s'il se rajoute un 14 jours, ça va être très différent de la société dans laquelle on va s'éveiller. Je vais vous dire dans quelle société. Mais c'est des gens où la voix va avoir moins d'importance et la liberté plus d'importance. Donc, la voiture de l'année ou celle qu'on change à tous les 2 ans va peut-être avoir moins d'importance parce que les gens vont dire « Je gagne plus à être libre en travaillant moins ». Tout a été concentré sur l'avoir. Les gens vont dire « Oui, mais quand je suis libre, j'ai beaucoup. Il fallait l'essayer. » Alors, tout le monde dit qu'il est écœuré de travailler, tout le monde dit qu'ils sont écœurés de vivre leur vie plate. Bien là, ils se sont donnés comme une sorte d'excuse inconsciente, qui est une peur, pour dire, ben voilà, tout est arrêté. Tout. Puis si tu es bien pensant, tu restes chez vous. Habituellement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude comme moi, on devient fou pour moins que ça, là. Moi, c'est mon état naturel. Pas la folie. Le fait d'être chez moi, je tiens à le spécifier, malgré que des fois, il y en a un peu, mais c'est de la folie d'être. Hein? C'est quand tu dis, est-ce que je prends mon café un petit peu plus sucré aujourd'hui ou moins sucré? Puis les gens qui disent, mais oui, mais normalement, tu prends du sucre. Non, c'est de l'érythritol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, j'ai dit, c'est un sucre qui n'a pas de glucémie. Fait que tu t'en t'apprends au monde. Mais ce qui est fort, c'est la magie. Je faisais des rêves un peu étranges. J'ai dit à mon chat, j'ai dit, toi, là, tu vas faire ta job. C'est une sorte de gargouille. J'ai dit, tu vas faire ta job. J'ai dit, tu vas coucher dans mon lit jusqu'à temps que je m'endorme et tu vas me border. Alors,
il chasse les démons. Il chasse les entités indésirables pour que j'ai un sommeil récupérateur. Voilà que je dors d'une traite. Mais là, je t'avertis, mais il faut que je m'en occupe. La laisse y résiste. Ça, on me l'avait dit, alors je ne tire pas trop fort. Tantôt, il va me la demander comme un chien. Il va dire, j'ai envie, il va se coller. Je vais mettre la laisse, puis il va être heureux. Vous savez, la première fois que j'ai mis la laisse, j'ai dit, on va sortir ensemble. Il était là, puis il se collait à la tête. Vous allez dire que c'est mon imagination. J'aurais dû le filmer. C'est comme si le rapport était totalement télépathique. C'est comme s'il voyait à quoi ça servait. Alors, quand je mets sa laisse, il se laisse faire. Puis quand j'ai attaché la partie de la corde, c'est une espèce de truc en cuir, il est allé vers la porte. Comment se fait-il qu'il savait à quoi ça servait? Comme si ma psyché cinématographique, il la voyait. Ah, c'est à ça que ça sert. Alors, je l'habitue, ben, il résiste un peu, puis il résiste un petit peu moins, puis un petit peu moins. Et on s'habitue comme on s'est habitué tranquillement. Un peu comme un vieux couple. C'est quelque chose de nouveau. Mais quand il est entré, après quand on est entré ici, il collait sur moi. Merci, merci de t'occuper de moi. Parce que je lui ai dit, tu n'as plus de gros chiens à craindre. Ni de chats. On parle, lui, avec son image, sa faculté de capter, je ne sais pas si c'est tous les poils de fourrure qu'il compose sont des antennes, mais il comprend tout. Tout. Alors, à ce moment-là, c'est un peu comme si j'étais émetteur, puis lui, le téléviseur, puis il voit tout. Alors, je l'ai senti reconnaissant, colleux, merci, merci. Alors, vous voyez bien qu'on n'est pas que visible. Les gens qui sont propriétaires de chats, qui regardent cette vidéo, je tiens compte un petit peu du temps, le savent. Si un chat est capable de capter l'invisible, serait-il juste d'avoir dans notre vie des gens qui sont capables de capter le nôtre et d'échanger avec l'invisibilité de l'autre une grandeur, une puissance, une complicité des images qui ne ressemble pas de la terreur, mais que c'est paisible. Comme si le regard de l'autre disait « je t'appuie ». Un peu comme si les deux disaient « on va-tu manger à une place précise? » Oui. Parce que même si la télévision est pour les confinés, ce sont des avaleurs de vie. L'Internet, c'est un avaleur de vie. Je souhaite que les adolescents s'écœurent, mais ça va être tough, ça. Parce qu'à un moment donné, le corps a besoin de bouger. C'est très intéressant de voir qu'il y a de très belles images dans la nature, puis de voir des gens de tout âge, alignés sur le boulevard Marie-Victorin, en train de faire des balades. Je crois qu'il n'y a peut-être pas énormément de villes comme ça. Saint-Hilaire, Saint-Bruno. Hein, tu regardes sur le bord de l'eau, les arbres, les oiseaux qui commencent à... Là, tu as toutes sortes d'oiseaux. Ceux qui émettent le son de ta voiture quand tu fais tic-tic. J'étais là l'autre jour, tic-tic, tic-tic. Donc, j'ai-tu le bouton pris? Mais non, c'est un oiseau qui était au-dessus puis qui imitait le tic-tic de ma voiture. J'ai dit, Calvinus... encore un autre oiseau paradisier. Une chance que je ne suis pas rendu à la parade nuptiale. C'est tic-tic, tic-tic. J'ai dit, je dis, moi pas que j'ai pensé que ma voiture avait un problème. Tic-tic. J'ai dit, c'est assez étonnant. L'oiseau était dans l'arbre, et puis c'était fort, là. Tic-tic. J'ai dit ça, puis ici. Et tantôt, il va avoir le son de mon moteur. Fait que j'observe tout ça, puis là, je regarde sur le boulevard Marie-Victorin.
par des belles journées comme aujourd'hui, mais comme hier aussi. Mais il y a du monde, 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 qui ont compris. Le printemps. Le printemps est arrivé, le soleil est au rendez-vous, puis les gens, j'ai vu du monde aujourd'hui à vélo, des adultes, des 50 ans, des 60 ans, en vélo, avec des tire ballons, ça de gros, là, puis je m'amuse, puis je vais me mettre en forme. C'est fantastique. C'est dimanche toute la journée de la semaine. Pensez-vous que ces gens-là, qui ont beaucoup de préoccupations lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail et qui ne travaillent pas dans le domaine médical, on se comprend. Le domaine médical en ce moment, c'est du stock, là. Mais eux autres, ils sont, je sais pas, ils occupent toutes sortes de professions, mais même si tu es avocat, que tu es psychiatre ou n'importe quoi, ben il y a des chances que tu ne pratiques pas. Dentiste, tout est fermé. C'est des gens qui sont habitués à faire du 300 000 par année. Là. Et les virus ont une dent contre eux, là, ils se reposent. Dans cette période. Alors, tout le monde se retrouve comme ça à marcher le long du boulevard Marie-Victorin, avec contact avec le soleil, dit demain. Ah, j'y retourne. Viens-tu avec moi, Sylvie? Viens-tu avec moi un tel? Viens-tu avec moi un tel? Viens-tu avec moi un tel? C'est le fun. Puis tu peux même pas aller dans les restaurants. C'est-à-dire plus qu'un certain nombre, avec une bonne distance. Et je peux te dire que ça casse la routine pas à peu près. Alors, tu peux même plus dire que tu vas dans un restaurant parce que tu peux te faire refuser à l'entrée. Tu es obligé de t'inventer autre chose. Viens, on va regarder la lune tantôt, hein? Puis c'est qui le gars qui va être là à côté avec des jumelles qui va regarder la lune? Moi. Puis quand ils vont voir l'OVNI passer, là, ben, je vais leur dire, c'est le laboratoire spatial. Oh! Je l'ai jamais vu. Oui. Les gens ont le temps. Alors, les gens se reposent. Puis là, évidemment, il y a les gens qui ont peur. Eux autres vont être confinés à écouter les nouvelles parce qu'eux autres, ben, ils veulent avoir peur. Tu sais, ça n'existe pas pour eux autres. Puis se promener sur le bord de l'eau. Oh, mon Dieu, c'est effrayant. Mais ils sont heureux. Enfin, leur vie est remplie. Il y a des jeunes qui écoutent Chucky pour avoir peur. Il y a un film qui s'appelle Pandémie. Vous voulez vous distraire. Puis l'autre qui s'appelle Panique. C'est extraordinaire. Mais eux autres, là, ils ont peur. Et j'existe. Je suis dans l'effroi. Oh, je me sens tellement vive. Oh, vite, ça me prend une pilule. Je vais regarder l'autre poste. Mes activants sont pas assez forts. Je pense que je vais les mélanger avec les pilules que la psychologue m'a données. Puis là, ils sont rendus au Seroquel, entre le Seroquel et le lithium. Puis là, je vais regarder quelque chose de bien épeurant. Ah, avec la pilule, ça passe. Je pense que je vais prendre un café bien fort avec ça, parce que je commence à m'endormir. Puis là, c'est en train d'annoncer que là, il y a des morts. Il y a des morts. Il y en a combien? Il y en a 5, mais c'est rien. Demain, il va en avoir 20. Puis, je prendrai une pilule de plus. Ah, mon Dieu, c'est vrai, mon psychologue, il a fermé le bureau. Mon Dieu, je fais une attaque de panique. J'ai le souffle court. Je commence à avoir de l'écoulement nasal. Ah, c'est vrai, c'est tout dans ma tête. Je vais prendre une pilule de plus, l'écoulement arrête. Parce que c'est extraordinaire en ce moment. Les gens sont dans un état de psychosomatisation. Tout le monde regarde s'ils ne renèvent pas. S'ils ont pas mal à la gorge. Ils testent le ganglion. Ça, c'est pour ceux qui ont fait leur cégep. Il y en a qui se passent des auto-examens médicaux, même génétiques, le matin. Si t'es seul, c'est un peu plate. Si t'es à deux, ça peut amener à quelque chose. Il y a des gens qui checkent là, s'ils ont pas mal à la gorge. Oh! Puis à force d'y penser, tu peux avoir mal à la gorge. Je me sens-tu bien aujourd'hui? Oh! Non, c'est une descente de pression. Moi, j'ai une pilule pour ça. Fait que finalement, prendre une pilule, une chute de pression, le cul à terre. Ah, je pense que je l'ai. Ah, je pense que je vais appeler le 811.
Ah oui, je pense que je vais appeler les pompiers, la police. Je sais pas, on peut toujours rencontrer quelqu'un qui est beau là-dedans. Fait que ça me fait penser à une caricature de bien des gens, mais il y a des gens qui vivent ça. Mais parle-leur pas d'aller se promener sur le boulevard, d'aller regarder de l'eau. Je parle de la personne qui consomme de l'horreur. Puis elle a le droit. On a le droit de regarder Chucky. On a le droit de regarder Pandémie. On a le droit de psychosomatiser. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, on a le droit d'être terrorisé. Et je voudrais que les gens qui rêvent depuis longtemps d'être terrorisés, j'aimerais beaucoup que vous puissiez l'être au maximum de votre vie, parce qu'après tout, être terrorisé, c'est ressentir quelque chose de très fort. Et ça coûte moins cher que d'aller dans un parc d'amusement puis d'essayer des manèges, surtout quand on est trop terrorisé pour les essayer. Alors, c'est une sorte de manège. Et si vous manquez d'imagination, bien pensez à la bourse. Un jour, ça monte, 2 jours, ça monte, 3 jours, ça descend, mais plus bas. T'sais? Alors, c'est une sorte de montagne russe. Puis, si les virus, ça ne prend pas, pensez à la crise économique. Concentrez-vous. Vous allez être terrifié. Et puis, après tout, être ou ne pas être, voilà la question. Tout le monde a le droit de vivre comme il veut. Il y en a qui se contentent d'être tranquille avec un chat. Vous écoutez Radio-Canada ou un poste où on parle de conspiration extraterrestre, qui veulent envahir la Terre. Regardez le roman de H.G. Wells, 1953, une très bonne cuvée, où il y a des extraterrestres avec une tête de serpent, ça fait ça sort d'un météore, cette affaire-là. Et n'oubliez jamais qui c'est qui l'a tué. Qui c'est qui ont tué les extraterrestres, qui avaient une immense technologie puis qui démolissaient toutes les villes du monde. C'est le corona. C'est le coronavirus qui les a tués. Puis là, à la fin, tu vois un bras là, qui fait ça de même. Là. Puis ensuite, écoute tout de suite Radio-Canada, puis là, tu es vraiment terrorisé pour aller dans la suite du film. Ça, c'est la locomotive qui met malheureusement du papier de toilette chez IGA. Parce que ça circule encore, ces choses-là, mais pour la dame qui est ou le monsieur très angoissé, c'est là-dedans qu'il y a le plus de microbes. Alors, allez-y faire un tour. C'est le train microbe. Des transports de même. La peste est arrivée comme ça par bateau. Alors, les petits rats. Tous les moyens de transport, c'est les pires. Puis apparemment, que ça peut, tu veux la madame qui a peur ou le monsieur, tu dis, ça reste ses boîtes. Au moins 4 heures. Le virus, il y a à quoi mesure? Pour 4 heures. Arrive pas là avec du raid. Laisse-les vivre. Alors, le monde, moi, je regarde le monde et la différence qu'il y a, c'est que tout le monde a le droit de vivre et tout le monde a le droit d'être ce qu'il est. Celui qui est terrorisé aura de bonnes raisons et celui qui vit dans sa sérénité aura de très bonnes raisons. Je peux vous dire ceci. Le monde me comprend mieux aujourd'hui. Je suis l'homme avec la robe de chambre, qui se fait les yeux le matin, qui sort pas énormément, qui voyage pas, et qui est confiné dans sa sérénité. Des amis en France me disent, mais quand tu viens? Il va se reconnaître. Mais quand tu viens? Quand tu viens, Normand, je t'attends. J'ai une maison pour toi. J'ai 2 chambres. Viens avec un ami. Et puis, j'ai dit, ben, je sais pas, là, vraiment, c'est plus le temps. Mais ceci, voulez-vous croire, puis je termine là-dessus, est un vouloir inconscient, collectif du monde, pour passer à une autre civilisation. Ça fait partie du processus. Quand on ne connaît pas les lois invisibles qui sont en arrière de ça, on a peur. Mais pour moi, c'est un processus inconscient causé par le monde pour passer à une autre civilisation qui est libre.
Et on se forge dans notre enfer. Le bonheur, c'est quand on pense qu'on le mérite. À ce moment-là, ben, on cesse d'écouter des postes qui nous font peur, puis on écoute un beau film d'amour au lieu d'écouter Chucky qui court après un couteau ou whatever. Et moi, j'ai connu une époque où un monsieur qui cultivait des rats, là, ça s'appelait Ben. C'est un film qui date d'une 40aine d'années. Puis là, il envoyait les rats sur tout le monde, Ben. Puis, il y en a eu de toutes les couleurs. Netflix, c'est 50%, c'est 25% au moins de films d'horreur. Mais il y a des gens qui sont comblés, là. T'sais? Alors, écoutez, moi, je vous dis ceci, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans l'horreur, mais de comprendre que ceci est une belle mécanique, comme une montre suisse. Et s'il y a une peur, et évidemment des virus qui sont en arrière, ça ne pouvait pas se faire dans la joie de vivre, parce que ça prend une bonne excuse pour arrêter. C'est un peu comme quelqu'un qui arrive à sa retraite et qui dit « Je ne suis pas capable de le prendre, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire ». Il meurt. Une crise cardiaque. Et vous êtes dans le domaine médical, vous en avez vu beaucoup. À une semaine de sa retraite. Apparemment qu'il faut se préparer pour sa retraite. Moi, je dis simplement, OK, peut-être pour la retraite, mais ne vous préparez pas à mourir parce qu'on y arrive la première fois sans aucune difficulté. C'est inutile. Il y a des gens qui payent quasiment des cours pour savoir comment de mourir. On y arrive du premier coup, mais il faut préparer une retraite. Moi, j'ai toujours peut-être été retraité, j'ai pas pris de cours. Je me suis retiré de l'inessentiel pour appartenir à mon essence, puis je me tiens avec du monde qui sont dans leur essence. Donc, tous les gens que je connais sont des drôles d'individus. Encore une petite minute. Ils prennent des jumelles, puis regardent des oiseaux. Puis ils s'en vont dans un livre pour savoir comment ça s'appelle. J'ai dit, tu trouves pas que le nom y est long? Moi, je tuerais le gars qui invente des noms de même pour des si petits oiseaux. Puis il y en a, là, c'est des microbes, Chris, puis ils ont des noms grands comme ça. Tu sais, c'est... sapristi qu'il faut être sadique, il faut aimer perdre son temps. Vivez la magie, mes chers amis. Il n'y a rien de plus... Vous le comprendrez un jour, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avant de l'avoir vécu. Merci beaucoup d'avoir été là.